Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci à vous d'être si nombreux ici ce soir. Ah oui. Au nom du service IPROM, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau cycle de conférences Jeudi Santé, avec un nouveau voyage aujourd'hui. Et puis on va partir cette année sur différentes villes, comme ça a été la demande. Nous inaugurons cette nouvelle année, que je vous souhaite en bonne santé, dans cette belle salle de l'IPS de Huy, dont on remercie aussi la direction et son service pour son accueil. Comme vous le savez, nous avons adopté en 2021 une formule mixte. Il s'agit d'offrir cette conférence en présentiel tout en filmant pour vous permettre de la voir le lendemain sur notre chaîne YouTube. Donc dès demain, vous pourrez aller voir cette conférence. Vous pouvez en parler autour de vous, c'est toujours intéressant. Et ça peut se voir, vous pouvez voir aussi les autres qui sont pour le moment postés. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Marie-Aude Delmotte, diététicienne nutritionniste et comportementaliste psycho-alimentaire. Elle va tenter de nous aider à comprendre les kilos émotionnels. Les émotions fortes vous poussent vers l'alimentation où le stress entraîne une prise de poids sans que vous en mangiez plus. Eh bien, cette soirée, elle est tout à fait faite pour vous et vous allez comprendre avec notre invité ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir dans ces conditions Covid parfois un petit peu particulières. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais partager un sujet qui me passionne, que sont les kilos émotionnels. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marie-Aude Delmotte, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille comme diététicienne en consultation depuis 2005, donc j'ai 17 ans d'expérience de la consultation, avec très vite un intérêt pour le lien émotion-alimentation. Alors ça vient peut-être du fait que j'ai longuement hésité entre la diététique et la psychologie, donc je me suis dit, tiens, est-ce que je fais la diététique ou la psycho? Et pour finir, j'ai choisi la diététique parce que c'était plus court. Donc voilà, je pratique essentiellement en consultation, je fais de la diététique comportementale, je suis formée à l'hypnose, je pratique l'approche sensorielle et le jeu en consultation, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique patient et un apprentissage des notions diététiques par le jeu. J'anime aussi des groupes, des conférences, des formations et à mes heures des ateliers cuisine. Et j'ai pour habitude de travailler en équipe pluridisciplinaire à la maison médicale Cap Santé et au centre namurois d'obésité. Je ne suis pas que diététicienne, je suis aussi épouse et maman, gourmande et très bavarde, donc je vais essayer de tenir le timing ce soir. Et j'aime randonner et découvrir d'autres paysages, voilà, pour ma présentation. Les kilos émotionnels, c'est un sujet auquel je me suis vite intéressée parce qu'en 2005, quand j'ai commencé à consulter, je me suis très vite rendu compte que donner des conseils alimentaires, ça ne suffisait pas. Et on se retrouvait parfois avec des patients qui avaient des situations un peu incompréhensibles où on repérait un choc qui était le point de départ d'une prise de poids, où on se rendait compte que les personnes appliquaient les conseils nutritionnels et que il n'arrivait à rien, donc il a fallu aller un petit peu chercher derrière ce qui pouvait causer ces kilos émotionnels. Alors au départ, quand on m'a proposé la conférence, on m'a demandé comment lutter contre les kilos émotionnels, et je n'ai pas voulu ce thème-là parce que c'est bien plus compliqué et ça demande un travail de fond d'aller décrypter toute cette genèse des kilos émotionnels. Je vais commencer par l'extrait d'un film qui est très touchant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le film Grosse, qui est un film qui parle de la stigmatisation du poids, de l'obésité, et on voit le parcours d'une petite fille qui est déjà obèse, et elle reprend un moment où ici c'est la fin du moment, donc sa maman essaye de lutter absolument contre ses kilos, et elle lui fait subir toute une série de choses, et elle n'est pas toujours bienveillante avec elle. Donc on va voir, et ça me rappelle beaucoup d'histoires des patientes que j'ai rencontrées au cours de ces 17 ans de travail. Même à la maison, c'était pas toujours la joie non plus. Michel. Bah quoi?
Bah tu lui dis rien. C'est ta fille quand même. Justement, je préfère l'encourager que d'écraser sous des reproches. Non mais je rêve. T'as conscience qu'elle rentre même pas dans mes pantalons? Elle est plus grosse que moi alors que c'est qu'une enfant, tu comprends? Dans ce genre de moment, je me nourris pas. Je mange mes émotions, je les engouffre et les avale pour mieux oublier ma vie. On se rend compte dans cet extrait que la genèse des kilos émotionnels est à la fois induite par les émotions, mais renforcée par la prise de poids. Et la prise de poids peut devenir aussi une source d'émotions négatives. Quand on observe maintenant la genèse de la prise de poids de manière générale, on est sorti du « tu es gros juste parce que tu manges trop ». Il y a effectivement l'alimentation, mais il y a plein d'autres facteurs que la science progresse de jour en jour pour nous apprendre que la prise de poids, elle vient effectivement de l'alimentation, mais aussi des hormones, effectivement des troubles du comportement alimentaire s'il y en a, de l'environnement, les perturbateurs endocriniens notamment, des médicaments qu'on peut prendre, les antipsychotiques, les médicaments pour les neuroleptiques et plein d'autres choses, parfois de l'activité physique, du manque d'activité physique, de l'arrêt du tabac, du microbiote, et ça c'est un secteur sur lequel on progresse beaucoup, notamment en Belgique, par rapport à la composition de notre flore intestinale. Elle peut venir du sommeil, du manque de sommeil, du mauvais sommeil, de l'état psychologique et du stress et de la génétique. Donc bien au-delà uniquement de l'alimentation. Dans le mode d'action des émotions, on peut relever 4 grands axes que je vais développer ce soir. Donc il y a l'axe hormonal, avec essentiellement le cortisol, l'axe des neurotransmetteurs. Ces 2 éléments sont sécrétés au niveau de notre corps lorsqu'on a une émotion, avec une intervention de notre système nerveux. On a également notre comportement alimentaire qui peut changer suite à une émotion et notre réaction, notre manière de nous mouvoir. Donc on va vraiment avoir l'axe physiologique qui est neurotransmetteurs, hormones, et l'axe comportemental qui est comportement alimentaire et relation au mouvement. On a plein de mots pour parler des émotions et de tout ce qui est le tractus digestif ou tout ce qui va nous prendre au ventre. Par exemple, on parle de la peur au ventre, donc c'est directement dans nos tripes, c'est directement dans nos organes digestifs. Qui n'a jamais dit ici ça me gonfle? Je suis sûre que tout le monde a déjà dit à ce truc-là ça me gonfle, ou lui il me gonfle. Et c'est très comique parce que j'ai des patientes qui me confient que leur mari les gonfle, et puis elles quittent leur mari et elles maigrissent. Donc c'est toujours assez interpellant. Ça me prend aux tripes, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Alors ça c'est parfois aussi dans les douleurs chroniques, des gens qui peuvent avoir de grosses douleurs aux intestins et puis qui vont me dire ça me prend aux tripes. Ben oui, c'est bien normal, tu me le dis. Alors j'ai envie de gerber, ça c'est aussi, quand je vois ça j'ai envie de gerber, c'est quelque chose aussi, on est toujours dans cette sphère digestive. Il m'énerve, j'ai envie de le bouffer. Puis après, il y a un petit peu plus agréable, parce que les émotions agréables peuvent aussi faire manger. J'en ferai bien mon 4 heures. Quand il est tout mignon et qu'on le trouve très intéressant, on pourrait se dire j'en ferai bien mon 4 heures. Clairement, on utilise dans le langage commun tous des mots reliés au ventre, à l'alimentation, pour parler de nos émotions. Et dans les comportements alimentaires, dans les troubles du comportement alimentaire qui peuvent venir suite aux émotions fortes, on a le traditionnel grignotage. Je vais retourner dans l'armoire 10 fois parce que je m'énerve, ou je vais retourner dans l'armoire 10 fois parce que je m'ennuie. L'ennui, c'est quand même l'émotion qui va créer le plus de compulsions alimentaires. Ça a été prouvé. Donc je m'ennuie, je vais grignoter un petit peu pour éviter de ressentir l'ennui.
Et comme je m'ennuie, je retourne grignoter. Et c'est un peu un cercle vicieux. Il y a la fringale sucrée. J'ai eu un gros choc. J'ai l'impression de tourner de l'œil, de faire une hypoglycémie. Les patientes, elles me disent souvent, je fais un appel de sucre. Et donc là, elles vont aller chercher quelque chose de sucré assez directement pour se remonter. J'ai besoin de sucre. Et c'est clairement systématique. Il y a la chocolatomanie, ça c'est moi ce dont je souffre. Je souffre de chocolatomanie, c'est-à-dire que quand je manque de courage ou quand je suis fatiguée, je vais aller chercher un petit morceau de chocolat. J'espère qu'il y en a d'autres parmi vous qui font un peu de chocolatomanie. Il y a l'hyperphagie prandiale. L'hyperphagie prandiale, c'est je mange beaucoup au repas. Donc j'ai eu une dure journée où je me sens avec beaucoup d'émotions, où j'ai besoin de me sentir forte. Et là, au lieu de manger une assiette de pâtes, je vais manger 2 assiettes de pâtes. Un petit peu comme on a vu la petite fille dans l'extrait. Il y a l'hyperphagie nocturne. Là, c'est vraiment des moments d'hyperphagie pendant la nuit. La nuit est souvent siège du retour des émotions. C'est souvent à ce moment-là qu'on va commencer à tourner en rond. Avant-hier, j'avais une patiente qui me disait je suis fort stressée, je recommence à manger la nuit. Donc oui, effectivement, ça a un lien. Je réfléchis la nuit et puis je réfléchis, j'ai toutes mes émotions qui tournent. J'ai du temps à laisser à mes émotions. Je n'ai pas d'autre chose pour me remplir et donc du coup, je vais me remplir dans le frigo. Et puis, l'état extrême, c'est la crise de boulimie. Alors, il n'y en a pas tant que ça qui, au niveau troubles du comportement alimentaire, font des crises de boulimie. Il y a beaucoup plus de tous les autres troubles du comportement alimentaire. La crise de boulimie, c'est vraiment un épisode très, très hyperphage dans un court moment qui se traduit à la fin par des vomissements. Donc, souvent, on étiquette boulimie des choses qui ne sont pas vraiment de la boulimie. Alors, pourquoi est-ce qu'on grignote souvent du sucre, à votre avis? Vous avez des idées? Eh bien, on voit ce bébé. Il faut savoir que le glucose va calmer les enfants. Au bébé, au nouveau-né, à 4 jours, quand on fait le petit test de Guthrie, le petit test de Guthrie, c'est le moment où on va piquer le talon du bébé pour voir s'il a des maladies génétiques. Eh bien, les sages-femmes vont vous dire tout de suite, soit vous mettez votre bébé au sein si vous l'allaitez, soit on a apporté une petite flapule de glucose pour qu'il soit bien calme pour passer son test. Donc, inévitablement, notre réflexe archaïque au départ, c'est d'avoir un goût sucré en bouche pour nous calmer. Donc, c'est vraiment comme ça que notre cerveau est constitué. Donc, il est tout à fait normal que quand on a une émotion, une douleur, on ait besoin, envie, de recourir à quelque chose qui va venir nous calmer au niveau de la bouche. En plus, l'éducation va venir renforcer le système en associant un côté positif. Alors ici, en Occident, on va souvent associer un côté positif au sucré. Donc souvent, les enfants, on va leur dire si tu manges bien ton repas, tu vas être récompensé par un dessert. C'est du sucré. Il faut savoir qu'en Afrique, en particulier en Afrique noire, on ne renforce pas tant ce goût pour le sucré et donc du coup, il y a très très peu d'adultes qui consomment du sucré. Mais nous, notre renforcement culturel du sucré va encore nous inviter à consommer du sucré. Le gras va aussi avoir cet effet calmant au niveau du cerveau. Et on a ce renforcement par la culture et par le business de cet effet sucre égale plaisir. On va du coup, dès ces premiers moments de vie, se construire une palette de souvenirs alimentaires. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui, comme moi, ont vu la Madeleine de Proust ou le texte de Proust en secondaire. Donc moi, je me souviens de ma prof, elle nous avait fait des madeleines avec du thé. Donc Proust se souvient d'un souvenir réconfortant qui est le souvenir de sa grand-mère qui lui offrait des madeleines et du thé. Et ce souvenir vient en réconfort. Et on va chacun avoir ces madeleines de Proust, ces souvenirs qu'on aura construits tout au fil de sa vie. Ce qui vont faire que pour vous, madame, ce ne sera pas le même aliment réconfortant que pour monsieur là-bas. Donc on va avoir vraiment chacun sa palette d'aliments réconfortants. On va aussi créer toute une série de croyances sur le fait que ça nous réconforte. Par exemple, notre cerveau qui travaille très vite et associe très vite,
on va se retrouver à manger un aliment et à avoir une situation qui va se résoudre. Imaginons, vous êtes en train de manger un chewing-gum à la chlorophylle et une situation s'arrange. Eh bien, votre cerveau, sans le faire exprès, il va associer chewing-gum à la chlorophylle et solution. Donc, il va commencer à faire un apprentissage automatique du « je mange un chewing-gum à la chlorophylle et tout se résout ». Et ça va se faire et se renforcer au fur et à mesure. C'est comme ça aussi que quand on commence à manger pour gérer ses émotions, on va sentir mieux et on va avoir un renforcement positif. On va avoir toute une série d'émotions plaisir associées et on va se créer des goûts et des dégoûts. Dans l'autre sens, dans notre palette de goûts, on va avoir aussi cet aliment qui nous a rendu malade. Une fois, on a mangé un morceau de gâteau très gros à la crème fraîche et il nous a rendu malade. Et dès qu'on voit ça, on a des émotions déplaisantes qui sont associées. On va avoir aussi tout un socle culturel et religieux qui va créer des goûts et des dégoûts spécifiques. Par exemple, ici, en Belgique, on n'est pas habitué à manger des sauterelles. D'ailleurs, moi, je fais souvent des expériences dans les ateliers sur le goût et j'apporte des sauterelles ou des verres de farine enrobés aux participants. Et c'est très, très rigolo de voir qu'on a un dégoût spécifique ou un attrait spécifique qui est déjà créé au départ. Si vous demandez à un musulman s'il a envie de manger du cochon, il vous donnera un air dégoûté que vous n'allez peut-être pas comprendre puisque vous êtes habitué à en manger depuis que vous êtes tout petit. Donc, on a vraiment une relation qui va se créer au fur et à mesure des années avec l'alimentation et qui va influencer notre rapport émotionnel. Et ce rapport émotionnel va créer toute une palette d'émotions plaisantes, déplaisantes, tristesse, colère, peur, ennui, irritation, sentiment d'impuissance. Donc, on va avoir plein d'émotions qui vont être chaque fois reliées. Et selon les personnes qui vont être plus ou moins reliées à l'alimentation en fonction de la palette de souvenirs créés. D'ailleurs, je vais vous demander un petit exercice. Pour ne pas que ça paraisse trop long, on va entrecouper par des petits exercices. Et simplement, je vais vous demander de tous fermer les yeux, prendre une grande respiration et de vous rappeler de votre dernier pas. Je ne sais pas si c'était ce soir avant de venir, si c'était au goûter, si c'était ce midi, mais remettez-vous en position du moment où vous avez consommé ce repas. Simplement. Voyez ce repas devant vous et posez-vous la question, est-ce que ce repas correspondait à une prise alimentaire qui était faite par faim ou pas? Est-ce que mon niveau de faim était petit, moyen, grand, inexistant? Comment est-ce que j'étais installée pour prendre ce repas? Est-ce que j'étais debout, assise, installée confortablement ou pas? Est-ce que j'ai pris le temps de manger? Est-ce que j'ai des souvenirs qui viennent du goût de l'aliment que j'avais? Est-ce que cet aliment m'a paru bon? Est-ce qu'il correspondait à ce que j'attendais au niveau gustatif? Est-ce que je trouvais que ça me procurait du plaisir suffisamment ou pas? Est-ce que j'ai pris le temps de ressentir du plaisir sur cet aliment pour qu'il nourrisse la palette de mes émotions? Est-ce que j'étais seule? Est-ce que j'étais accompagnée? Est-ce que mon besoin de convivialité a été rempli ou pas spécialement? Est-ce qu'il correspondait aux valeurs que je mets moi pour ma santé? Est-ce que je trouve qu'il remplissait cette notion de santé que j'attends dans mon alimentation? Est-ce qu'il correspondait aux valeurs planète, aux valeurs éthiques que je mets dans mon alimentation? Et simplement, je prends le temps de me poser la question, est-ce que cet aliment me nourrit complètement sur tous ces paramètres? Et on est bien au-delà de calories, de nutriments, on est vraiment dans une nourriture qui nourrit l'entièreté de notre être, de nos besoins émotionnels, de nos besoins de compagnie et de nos valeurs. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Et simplement, on peut se concentrer sur ce qu'on ressent à ce moment-là. Et puis peut-être qu'on a mangé trop vite, et puis peut-être que c'était pas bon. Mais c'est pas grave. C'est simplement le fait de se dire, j'ai le choix,
j'ai le choix de prendre le temps de nourrir toute cette palette émotionnelle et de m'autoriser à prendre le temps d'avoir du plaisir. Et peut-être que ce midi, je n'avais pas le temps, mais que du coup, ça va attirer mon attention sur le fait que ce soir, je prendrai mieux le temps, je prendrai le temps de choisir un aliment qui me plaît, de choisir un aliment qui correspond à ma valeur santé, à ma valeur éthique. Sur ce, on va passer vraiment sur le côté physiologique des émotions. Donc, vos émotions siègent, donc comment se crée une émotion? On a le cerveau, on a la partie du cerveau limbique qui est le siège des émotions. Donc, c'est vraiment au centre cérébral. Et cette émotion, c'est un petit peu comme un orage au niveau du cerveau. C'est un petit peu toute une activité électrique au niveau du cerveau qui va créer un effet sur notre organisme. D'ailleurs, on voit, moi aujourd'hui, avant de parler encore un peu maintenant, j'avais fort peur. Eh bien, je commençais à transpirer, j'avais le rythme cardiaque un petit peu accéléré. Donc, on va avoir un effet physiologique de l'émotion qui est tout à fait normal. Et cet effet physiologique va avoir des répercussions sur nos hormones, notamment le cortisol. Vous avez déjà tous entendu certainement. Qui est-ce qui a déjà entendu parler du cortisol ici ? Ouais. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. C'est l'hormone qui nous permet d'être en mode on. Donc c'est une hormone indispensable parce que sans cortisol, on ne se lève pas le matin. Les gens qui ont plus de cortisol ou qui ont très peu de cortisol, on dit qu'ils font un burn-out. Donc ils ne savent plus se lever. Donc c'est vraiment une hormone qui, en physiologie, est indispensable. Ça va être l'hormone du mode j'avance. Contrairement à l'adrénaline, c'est l'hormone qui vient, pouf, en big stress. J'ai un choc, baf, décharge l'adrénaline, j'ai l'appétit coupé. En général, quand on a un choc, on ne bouffe rien. Ce cortisol va avoir un effet physiologique qui va augmenter naturellement la masse grasse. Donc, il va augmenter une enzyme qu'on appelle la lipoprotéine lipase, qui va favoriser la prise de poids au niveau du tour du ventre. Donc quelqu'un qui va être tout le temps sous cortisol, tout le temps stressé, il va avoir tendance à stocker ici au niveau du ventre. Il va aussi augmenter la gréline. La gréline, c'est une hormone qui est sécrétée par la paroi de notre estomac. Et cette hormone, elle va augmenter l'appétit. Donc c'est l'hormone qu'on va couper chez les gens qui ont une sleeve. Donc on va opérer pour ne plus qu'il y ait sécrétion de gréline. Et donc du coup, on espère qu'il n'y aura plus d'augmentation d'appétit. Et donc le cortisol va favoriser la sécrétion de gréline. Donc on va avoir faim. On ne fait pas exprès d'avoir faim, mais on a plus faim quand on va faire du cortisol. Il va aussi augmenter la résistance à la leptine. La leptine, c'est une hormone qui est sécrétée par notre tissu gras et qui va couper l'appétit, elle. Donc, c'est une manière que notre corps a de nous dire « tu as suffisamment de graisse, ne mange plus, il n'y a plus besoin ». Et donc, on va avoir une résistance à la leptine qui va s'installer quand on est stressé. Donc, cortisol, est-ce que si je grossis, c'est entièrement de ma faute ? C'est quand même très physiologique au niveau du cortisol. Ça va aussi diminuer la testostérone et la DHEA, qui sont des hormones qui favorisent la masse maigre. La masse maigre, c'est la masse musculaire. Donc, si on a une diminution de notre masse musculaire, on va être plus gras, on va brûler moins de calories, on va devenir une moins bonne chaudière. Donc, du coup, encore un élément qui va favoriser la prise de masse grasse. Et puis, la diminution de la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. Et on a remarqué que les gens qui manquaient de sérotonine avaient des grosses fringales sucrées à 4 heures. Donc, qui dit cortisol, dit vraiment plein de bâtons dans les roues pour prendre du poids. On voit aussi qu'il va influencer le système de la récompense et de la motivation. C'est-à-dire que qui dit cortisol dit « j'ai pas envie de faire attention à ce que je mange, j'ai envie de me gâter, j'ai pas de motivation ». Donc, l'émotion négative qui crée du stress va entraîner la décharge de cortisol qui va entraîner toute une cascade d'autres hormones. Donc, physiologiquement, on a des raisons pour prendre du poids. On peut avoir des pistes alimentaires pour mieux gérer ou stimuler favorablement, favoriser la bonne régulation du cortisol. Notamment prendre du magnésium en suffisance. Donc, pour petit rappel, le magnésium, vous allez le trouver dans le chocolat, mais aussi dans les céréales complètes. Vous allez le trouver dans certaines eaux. Favoriser les bons gras, les acides gras polyinsaturés qui sont dans les poissons, par exemple, ou dans le colza. Éviter les aliments ultra transformés. Attention
à ne pas consommer trop de caféine et trop d'alcool, qui ont tendance à mettre en route la machine à cortisol, et travailler avec une gestion optimum du sel, pas trop ni trop peu de sel. L'autre grande famille d'informations chimiques de notre organisme qui va influencer la prise de poids, c'est les neuromédiateurs. Donc les neuromédiateurs, c'est les petits messagers qu'on a dans notre système nerveux entre nos neurones. Donc c'est vraiment eux qui vont aller donner des messages pour favoriser telle ou telle réaction au niveau de notre cerveau. On a plusieurs axes. Ils se situent surtout au niveau hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire que c'est entre nos deux hémisphères cérébraux, à l'intérieur, c'est vraiment au milieu de notre cerveau. L'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est aussi là que se trouve le centre de la faim et du rassasiement. Ce centre de la faim et du rassasiement, c'est un petit centre qui s'allume chaque fois qu'on doit avoir faim. Donc, au même endroit de la grosse activité des neurotransmetteurs. Donc vous imaginez à quel point ces neurotransmetteurs vont influencer l'activité de ce centre de la faim et du rassasiement. C'est aussi, d'autre part, le centre de la régulation hormonale qui va réguler notre hormone thyroïdienne. Et je pense que tout le monde sait ici que si on a la thyroïde qui ne va pas trop bien, on a tendance à prendre du poids, qui va réguler nos hormones féminines, masculines, donc là aussi, qui va réguler le fameux cortisol, qui peut nous embêter, qui va réguler l'insuline, qui elle aussi peut en excès favoriser la prise de poids abdominale. Donc du coup, effectivement, ces neuromédiateurs vont avoir toute une influence s'ils commencent à faire la java là au-dessus au niveau du système hypothalamo-hypophysaire. Et puis, on a le cerveau limbique. Lui, il est juste au-dessus, c'est l'emballage au-dessus. J'essaye de faire simple pour la physiologie. Et ce cerveau limbique, il va, lui, être le siège de notre motivation et des réactions automatiques. Donc, des apprentissages qu'on a eus, qu'on a vus au début, des images qu'on a sur tous nos aliments. Donc, ça va être nos réflexes automatiques. Et moi, j'appelle ça les autoroutes comportementales. C'est-à-dire que parfois, on a des pistes automatiques qu'on va prendre automatiquement comme des ornières. Et on va rester toujours dans ces mêmes réflexes. Et donc, du coup, ces neurotransmetteurs vont aussi aller agir à ce centre-là, centre de la motivation et des actions automatisées. Alors, on a d'abord la famille des catécholamines avec la dopamine. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'on dit « Ah, tel aliment, ça va favoriser la dopamine » ou « Telle action, ça va favoriser la dopamine ». On en parle aussi par rapport aux sécrétions de dopamine dans les actions des jeux, etc. Et la dopamine, ça va nous procurer du plaisir, ça va calmer l'appétit, mais d'autre part, comme les aliments gras et sucrés favorisent la sécrétion de dopamine, on va avoir envie d'y retourner, puisque ça va nous procurer du plaisir. Donc, inévitablement, sans plaisir, on n'arrive pas à s'arrêter de manger. Donc là, on va pouvoir avoir un beau niveau de dopamine si on a suffisamment de protéines, que ça s'appelle la tyrosine, si on a du fer et du magnésium. L'adrénaline, elle va couper l'appétit. Donc, du coup, ça vaut la peine d'avoir suffisamment d'adrénaline aussi, par la vitamine C, le cuivre, la B6 et le fer. La noradrénaline, elle a un effet variable. Et puis, on a cette fameuse sérotonine qui va calmer les envies sucrées. Et là, moi, je vois pas mal de patientes en consultation qui me disent « Oh, je ne sais pas pourquoi, mais quand je rentre du travail, je n'arrive pas à m'empêcher de manger des sucreries. » Je parie qu'il y en a parmi vous qui n'arrivent pas à s'empêcher de manger des sucreries à 4 heures. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais vers 9h, 9h30, j'ai fini de souper, j'ai assez mangé, mais j'ai encore envie de manger des sucreries. Et là, c'est souvent la sérotonine qui nous fait aller. Et ça peut arriver chez les dames qui sont végétariennes, par exemple, parce qu'elles manquent de viande, elles manquent de protéines, elles n'ont pas assez de tryptophane, de briques, pour fabriquer cette fameuse sérotonine. Donc, soit ça va venir d'un manque de briques pour fabriquer, soit ça va venir du fait qu'on est trop stressé, qu'on a trop d'émotions et que la sérotonine doit compenser pour nous faire sentir bien, et on n'a plus de sérotonine. Alors je vous propose un exercice, parce que là on vient de passer sur une phase très théorique. Est-ce que vous avez déjà essayé la cohérence cardiaque? Ouais, non? Ouais, je vois des ouais.
Donc je vous propose de faire 1 à 2 minutes de cohérence cardiaque. Le principe de la cohérence cardiaque, c'est j'inspire sur 5 temps et j'expire sur 5 temps. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va rééquilibrer notre système nerveux et donc qui va permettre de calmer tous ces neurotransmetteurs, toutes ces hormones et nous faire revenir à un état plus stable. On s'est rendu compte qu'avec 3 fois 5 minutes de cohérence cardiaque par jour, on avait des gens qui maigrissaient. Donc c'est assez intéressant. Ici, je n'ai pas 5 minutes pour vous faire de la cohérence cardiaque, mais je vous montre l'exercice et puis on peut faire une petite minute ici, comme ça nous fera du bien. Je vous propose de commencer à inspirer sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis d'expirer. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est-ce qui a la tête qui tourne? Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que vous vous sentez calmé, vous avez votre cerveau qui reprend l'oxygénation. Là, on a fait à peine une petite minute. On pourrait le faire 2, 3, 4 minutes, ne fût-ce que prendre le temps avant de manger, simplement. Ça va remettre nos systèmes nerveux en équilibre. Et notamment, les 2 systèmes nerveux dont je vais vous parler maintenant, qui sont l'ortho et le parasympathique. On a, en plus de notre cerveau, 2 systèmes nerveux autonomes, l'ortho et le parasympathique. L'orthosympathique, c'est le système nerveux d'attaque. C'est celui qui a été conçu quand nous étions hommes des cavernes pour aller chasser le mammouth, pour sortir, pour se battre, pour aller trouver à manger. Et puis on a le parasympathique, c'est celui qu'on active quand on rentre dans la grotte et qu'on va savourer un bon repas. Et l'orthosympathique, il va mettre toute l'énergie du corps, c'est-à-dire le sang, l'oxygène, les nutriments dans les muscles, donc vers la périphérie. Et le parasympathique, il va rentrer vers l'intérieur et favoriser la réparation et la construction, donc favoriser la circulation de notre sang et notre oxygène au niveau de nos organes digestifs. Donc inévitablement, quand on mange, si on veut manger calmement, si on veut digérer correctement et si on veut pouvoir sentir si on a faim, si on est rassasié, si c'est bon et avoir du plaisir, eh bien, il va être nécessaire d'avoir notre système parasympathique activé. Et l'exercice de cohérence cardiaque que je viens de vous faire permet d'activer automatiquement le système parasympathique. Alors, il y a d'autres trucs. Par exemple, prendre un bain, c'est systématique. Vous vous couchez un quart d'heure dans un bain, vous allez avoir le système parasympathique qui va se mettre en route et on va sentir qu'on se sent beaucoup plus détendu. Donc, c'est vraiment ces 2 systèmes nerveux-là qui vont réguler toute notre perception de l'émotion extérieure. Alors, je vous laisse tranquille avec la physiologie. Je pense que c'est déjà pas mal. On va passer aux habitudes, aux émotions et au rythme de vie. Alors effectivement, notre rythme de vie peut engendrer des stress. On a parfois de très mauvaises habitudes. On peut passer des journées sans manger. Qu'est-ce qui n'a pas mangé aujourd'hui au boulot? Qu'est-ce qui a sauté le repas? Waouh, j'ai que des bons élèves aujourd'hui, c'est super. On peut ne pas écouter ses besoins, crever de faim et pas spécialement manger parce qu'on se dit « je vais faire régime » ou on se dit « j'ai pas le temps ». On va parfois pas dormir assez et manquer de sommeil. Alors, chez les enfants, on le voit, les enfants qui dorment pas assez, ils sont scrogneux, ils sont grognons, ils vont être embêtants. Donc, enfants fatigués, enfants fatigants, qu'on dit. Le travail en flux continu, ça c'est les pauses. On va se rendre compte que ce fait d'avoir un rythme qui est toujours changeant va être cause de stress et d'émotion pour l'organisme. Le manque d'eau. Quand vous manquez d'hydratation, vous allez avoir
toute une série d'émotions qui vont venir. Vous allez être plus irritable, vous allez vous sentir moins alerte, et donc du coup, on va être plus fatigué. Le manque d'eau va vraiment entraîner des émotions. Et les plannings trop chargés. Donc dans tout ça, les émotions, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Il faut savoir qu'il est tout à fait normal de manger par émotion. Et tout le monde mange par émotion. D'ailleurs, les grands événements de la vie sont autour de repas. On va fêter les naissances en apportant à manger, on va fêter les mariages autour d'un repas, et on va manger un morceau de tarte aux enterrements. Il y a même des pays, au Maghreb par exemple, on apporte du sucre aux enterrements, on n'apporte pas des fleurs, on apporte des gros pains de sucre pour faire passer la tristesse aux gens. Donc, manger des émotions, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les gens qui se régulent et les gens qui ne se régulent pas? C'est souvent la manière dont on le vit. Donc, si on mange son émotion, qu'on a sa pulsion qui vient, ça calme la tension et on est bon, les personnes minces mangent souvent par émotion. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, ça se dérégule? C'est qu'on va se dire non, j'aurais pas dû. J'aurais jamais dû faire ça, je vais encore grossir, je suis une nullité, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va se recréer des émotions négatives qui vont faire qu'on va faire quoi? On va remanger dessus. Et c'est cette espèce de cercle vicieux qui fait qu'on ne profite pas de ce qu'on mange, qu'on ne profite pas de cet effet calmant de l'alimentation, qui va entraîner souvent la prise de poids. Et on ne s'autorise pas à avoir du plaisir et à calmer ses émotions en mangeant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus? C'est s'interroger. Tiens, quelles sont les émotions qu'il me faut manger? Il y a des gens qui mangent... Alors, on pense souvent, je mange quand je suis en colère. Bah oui, je mange pour me taire. Comme ça, je dis rien. Hop, j'ai la bouche pleine. D'ailleurs, on le dit, hein, on ne parle pas la bouche pleine. On va penser aussi au fait qu'on mange quand on est triste, quand on se sent seul, quand on s'ennuie. Par contre, ce qu'on pense vraiment souvent moins, c'est qu'on mange quand on est content. On se trouve toute une série de raisons pour célébrer. Bon, j'ai souvent des patientes qui me racontent, ben oui, moi, quand j'ai fini la semaine, je suis contente, je me récompense, on se fait un bon gueuleton, on mange un peu trop et on va manger pour célébrer aussi les émotions agréables. Chaque personne a un niveau de sensibilité individuelle à l'émotion. Donc il y a des gens qui sont un peu distants avec l'émotion, les émotions n'ont pas trop de prise sur eux. Il y a des gens qui par contre ont beaucoup plus d'émotions. Et là on doit apprendre à conduire son cerveau émotionnel et à parfois diversifier sa palette. Alors bon, c'est clair que si on mange pour gérer ses émotions, c'est parce que ça marche. Il y a d'autres choses qui marchent. Il y a plein d'autres choses qui peuvent marcher pour gérer les émotions. On peut avoir une activité physique qui va nous aider, une activité physique agréable. On peut avoir une activité artistique. Il y en a qui aiment faire des montages floraux, de la peinture. Il y en a qui aiment chanter. Ça permet aussi d'avoir une autre décharge émotionnelle positive. Donc ça va être intéressant de se poser la question dans comment je fonctionne, quelles sont les émotions qui me font manger. Et d'écouter ses besoins. Parce que clairement, quand on a une émotion, c'est qu'on a un besoin. Donc là, j'ai gentiment volé ces diapos à Thomas d'Assembourg qui a fait la formation Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et il parle beaucoup de ce qu'on appelle la communication non violente. Et moi, je l'applique. Je parle de communication non violente appliquée à soi-même. C'est de se dire, on a été habitué par l'éducation à se couper de ses émotions et de ses sentiments. On ne dit pas ce qu'on ressent, on ne peut pas déplaire, on ne peut pas ressentir la petite fille à qui on dit « mais ne pleure pas, tu m'énerves ». Eh bien, on va commencer à apprendre à l'enfant à se couper de ses émotions. Et en se coupant de ses émotions, comme l'émotion exprime un besoin, il ne va pas aller se poser la question si je suis triste, c'est sûrement que j'ai besoin de quelque chose. Et il ne va pas aller se poser la question plus loin. On lui a dit que l'émotion, lui, c'était un truc à cacher, à mettre en dessous du tapis. Donc, il va essayer de réguler et de camoufler. Et donc, en réalité, chaque émotion va être liée à un besoin. Par exemple, classiquement,
La colère, ça va être une émotion qui vient quand on dépasse nos limites. Donc je suis en colère, j'avais une certaine limite que moi j'estimais bien pour moi, et tu viens, tu m'envahis, ça me met en colère. La tristesse, ça va être l'émotion qui est nécessaire pour accepter l'inacceptable. La tristesse, c'est l'émotion du deuil, c'est je suis triste parce que je ne m'attendais pas à ce que ça se passe, je n'ai pas de prise dessus, donc je passe doucement par la tristesse. La peur, c'est une émotion qui va nous dire qu'on ressent un danger. Alors le danger peut être réel ou imaginaire, mais la peur est là pour nous signaler quelque chose. Et donc du coup, ces émotions viennent mettre en place un besoin, qui est peut-être le besoin d'être rassuré, peut-être en cas de colère le besoin d'être entendu, le besoin d'être respecté, le besoin d'espace, qui peuvent être en cas de tristesse le besoin de réconfort, le besoin de compagnie. Et du coup, quand on se connecte aux besoins, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de se dire, j'ai cette émotion, j'ai ce besoin, je vais pouvoir mettre une stratégie en place et avancer. Donc simplement, quand on se retrouve, enfin simplement, je vous dis simplement, mais ce n'est pas si simple que ça, c'est de se dire, j'ai ce sentiment, il représente ce besoin, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers autre chose? Et donc, dans la formation, il y a une espèce de vocable, parce qu'on est souvent très très pauvre en vocabulaire de l'émotion, on ne nous apprend pas, qui nous permet de se dire, tiens, comment je me sens? Et vous pouvez chacun vous dire, tiens, comment est-ce que je me sens maintenant? Là, aujourd'hui, tout de suite, qu'est-ce qui qualifierait? Est-ce que je suis enjouée? Est-ce que je suis endormie? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je me sens confus, triste, agacé? Et puis, de quoi est-ce que j'aurais besoin? Est-ce que j'aurais besoin de paix? Est-ce que j'aurais besoin de compagnie, de co-création, de communication? Et de se dire, de s'interroger, de se prendre une minute pour se dire comment je vais. Et ça va un petit peu avec nos exercices de cohérence cardiaque de tout à l'heure, de se dire, tiens, au fait, là, je prends une minute pour me demander, tiens, comment je vais? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais pas bien? Alors, on se pose tout le temps la question mutuellement, ça va. Sauf que si quelqu'un vous dit ça va pas, on est tous très embêtés d'avoir posé la question, de manière générale. Donc, voilà, par rapport à la gestion des émotions. Alors, j'ai remarqué aussi, au fur et à mesure de ma carrière, que le poids peut être un bouclier. Alors, je pourrais vous raconter l'histoire de plusieurs patients. Et là, ce mardi, j'ai eu une jeune patiente qui est en recherche sexuelle, qui serait transgenre. Et depuis quelques semaines, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et elle a pris 19 kilos depuis 5-6 mois. Et on voit que là, cette prise de poids est vraiment un bouclier pour cacher son corps. Je me souviens aussi d'une patiente que j'ai eue il y a quelques années, qui était une jeune dame très belle, hôtesse de l'air, magnifique. 18 ans, elle se fait violer sur le campus universitaire. Et depuis, elle n'a pas arrêté de grossir. Donc avec elle, on a fait un gros travail, parallèlement avec un psychologue, parce que c'est des choses que je ne peux pas travailler, moi, les traumas. Et donc du coup, elle a fait un travail pour se sentir en sécurité, et puis on a vu qu'elle s'est autorisée à maigrir. Donc clairement, on peut avoir un trauma qui va servir de bouclier. Il faut savoir que je travaille en service bariatrique, donc c'est les services qui gèrent les opérations. Et on sait, nous, en service bariatrique, qu'il y a plus de la moitié des patientes qui se font opérer qui ont été abusées. Donc on sait que dans la genèse de l'obésité, l'abus et le choc traumatique de l'abus est vraiment un élément important. Donc c'est ce bouclier pour me protéger. Alors après ces émotions, il y a aussi nos pensées qui créent nos émotions. On a 40 à 60 000 pensées par jour. On ne sait rien y faire, elles viennent toutes seules. Donc la pensée va venir automatiquement nous stimuler. C'est impossible de les stopper. Elles sont souvent réflexes et apprises. Il n'y a pas d'apprentissage de l'expression et en plus, elles ne sont pas toujours très gentilles. Par rapport à la pensée, je vais vous proposer de sortir votre téléphone et de faire un selfie. Je vous propose chacun, ceux qui ont un téléphone, de prendre leur téléphone et de faire un selfie. On ne peut pas le refaire. Juste celui-là, en plus avec votre masque, tout.
Ça y est, c'est bon, c'est fait. Regardez maintenant le selfie. Allez-y. Et observez vos 3 premières pensées. Qui est-ce qui arrive à avoir que des pensées bienveillantes? Non, en général, ça commence. Hein. Le mental, il se met en route. Qu'est-ce que je suis moche, je suis mal coiffée. T'as vu? Oh là là, quelle tête j'ai. C'est systématique. Hein. On n'est pas très bienveillant avec soi-même. Ah oui, hein, c'est ça, hein? C'est parti mon kiki. Ouais. Donc il faut savoir que le cerveau humain, comme vous êtes tous des êtres humains par ici, le cerveau humain est construit pour se critiquer. Donc c'est tout à fait normal. Souvenez-vous, la diapo précédente, je vous ai dit qu'on ne maîtrisait pas ses pensées. Donc clairement, notre pensée, quand on va se voir, ça va être de se critiquer. Moi, demain, quand je vais écouter ce que j'ai dit, je dirai « Oh non, Mario, t'as été nulle ». C'est tout à fait normal. Donc à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est une pensée. Est-ce qu'une pensée est la vérité? Pas spécialement. Donc du coup, c'est pouvoir se dire et s'imaginer qu'on a sur son épaule un coach, mais un coach un peu maladroit comme celui qui est sur la photo, et qui va nous dire des âneries. Donc il va nous dire, ouh là là, qu'est-ce que t'es moche, oufti, mais t'as vu comme t'es grosse, t'as vu le cul que t'as. Tu ferais bien d'arrêter de bouffer ça parce que sinon tu vas encore grossir. Je vous entends rigoler, oui. Hein, ça, et donc ça, on a tous le mode coach maladroit à l'intérieur de nous. Donc ce qui peut aider à ce moment-là, c'est de se dire, ouais, attends, c'est pas moi qui parle, c'est mon coach maladroit. Et on va se foutre la pression, on va se dire, mais tu devrais faire comme ça. Et c'est là qu'on va se dire, mais arrête de manger tes émotions, tu ferais mieux de faire régime. Et mais tu es vraiment bonne à rien, tu n'y arrives pas. Et clairement, ça va être des choses qui vont venir encore entraîner une pression. Et cette pensée qu'on va avoir sur nous-mêmes va entraîner une pression horrible, insurmontable, qui va au final nous faire manger. Donc dans ces cas-là, c'est de se dire, attends, si on le rencontrait vraiment ce Gugus-là dans la vie, qu'est-ce qu'on lui dirait à votre avis ? C'est ça, mêle-toi de tes affaires, tais-toi, j'ai pas besoin de tes conseils, tu t'es regardé. Voilà, et donc du coup, on ne l'écouterait pas spécialement. Ben là, c'est de se dire à cette partie de soi-même qui pense toutes ces méchancetés, mais attends, hein, de quoi tu te mêles là? Qu'est-ce que tu me dis? Tu t'es regardé? Et ça peut être intéressant. De toute façon, ce n'est que des pensées. Et les pensées, ce n'est pas toujours la vérité. Donc simplement, considérer les pensées comme ce que c'est, des pensées. Et de les passer au tamis. Alors j'ai pris un tamis de camomille pour nous calmer. Et de se dire, voilà, si je regardais le selfie de ma meilleure amie, est-ce que je lui dirais qu'elle est moche? Est-ce que je lui dirais, t'as vu la tête que t'as? Non, jamais, on ferait jamais ça. Donc de se parler un petit peu comme on pourrait parler à son meilleur ami, à sa meilleure amie. Et de se dire, est-ce que cette pensée-là, elle m'est vraiment utile? Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle me rend service? Est-ce que dans la vie que je veux, est-ce que cette pensée-là, elle va m'aider? Pas spécialement. Tant pis, je l'ai entendue, mais voilà, elle était là, je ne savais rien y faire, mais je la laisse filer. Et puis alors, il y a tout ce qui est, et ça va être la dernière partie de ce que je vais vous dire ce soir, tout ce qui est les émotions liées au poids et à toutes les contraintes qu'on se donne par rapport à son poids. On a observé que les régimes, c'était 97% d'échecs. Donc, les régimes, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va se dire quand on fait régime? On va se dire, ouf, ça y est, je m'y mets, lundi, je commence. Et donc, du coup, le dimanche soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider toutes les armoires, le chocolat, les bonbons, le choco, toutes les sauces, en se disant, lundi, je commence. Puis, si, par hasard, le mercredi soir, on a eu un truc, une journée de merde, et qu'on a mangé un biscuit, foutu pour foutu, allez, j'y vais, je mange tout. Ça, c'est systématique. Puis, qu'est-ce qu'on va se dire? Mais, moi, j'en entends des patientes qui me disent, mais Mme Delmotte, moi, je ne peux pas être heureuse si je n'ai pas 10 kilos de moins. Oui, oui. Et donc, on va imaginer que
avec ce poids de 10 kilos de moins, tout va être magique dans la vie. On va avoir la vie des bisounours, de la princesse, de la reine Sophia, de tout. Ça va être magique. Mais c'est peut-être pas aussi réel que ça. Donc, plus on va mettre d'émotions sur son poids, plus le stresseur poids va être important. Et donc, du coup, plus on va entraîner un espèce de cercle vicieux, qui est ce que j'appelle, moi, l'effet yo-yo. Donc, on va se dire, allez, je me prends en charge, je fais un petit régime, je contrôle ce que je mange, j'écoute plus mes besoins, j'écoute surtout pas mes émotions, ni mes envies émotionnelles de manger. Je tiens 15 jours, 3 semaines, 1 mois, par force, je tiens. Et puis, à un moment donné, mais d'une part, je crève de faim. D'autre part, j'ai plein d'envies émotionnelles de manger que je ne sais pas trop comment réguler. Je perds du poids. Ça, c'est bien. C'est bravo. Et puis, à un moment donné, il y a un truc, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je craque. J'ai mangé 200 grammes de chocolat. C'est fini. Je ne suis plus motivée. Foutu pour foutu, je m'arrête. Je m'y reprendrai une autre fois. Je m'y remets lundi. Et donc, du coup, craquage sur craquage, je me culpabilise. J'ai une image de moi qui tombe dans mes chaussettes. J'ai tout le temps de la culpabilité. Je regrossis, souvent un peu plus que ce que j'avais maigri. Et puis, j'ai une insatisfaction corporelle. Je me dis, tout compte fait, hein, quand j'avais fait le régime, j'étais quand même descendue à X kilos. Si je recommençais le régime de truc-muche, et puis je me remets au régime, et je recommence à la case départ. Donc du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi la solution à l'histoire? C'est peut-être de prendre les choses de manière un petit peu plus globale, d'arrêter de réfléchir en manger, poids, point barre, et de se dire, tiens, pourquoi est-ce que j'ai envie de changer ce que je mange? En quoi ça correspond à mes valeurs? Faire maigrir quelqu'un, c'est facile, il suffit de lui faire arrêter de manger. Les patientes anorexiques, pas de problème, elles maigrissent toutes. Est-ce qu'elles vont bien? Donc c'est de se dire où est l'alimentation qui va pour une vie qui va. Qu'est-ce que moi je suis prête à faire sur le long terme? Quelle est ma limite? Où est-ce que j'ai besoin? Quels sont mes besoins émotionnels? Quels sont mes besoins en matière d'alimentation? Quels sont mes besoins en matière de besoins sociaux? Et de trouver quelque chose qui équilibre un peu tous les systèmes et qui ne travaille pas uniquement sur la salade et le blanc de poulet grillé. Donc, de se dire, à partir du moment où on entame une démarche pour changer sa silhouette, est-ce que je suis dans la lutte? Est-ce que je suis dans l'inconfort? Est-ce que je me sens en insécurité? Est-ce que je manque d'attention à moi-même? Si tous ces critères-là sont remplis, on est dans de la maigrissologie pure, donc dans un truc qui va échouer. Donc clairement, de se dire, est-ce que j'ai envie de cette piste-là? Ou est-ce que je vais travailler sur quelque chose de plus global, de plus général? Est-ce que peut-être j'ai un travail à faire au niveau du contenu de mon assiette? Est-ce que j'ai un travail à faire au niveau du rythme de vie? Est-ce que j'ai un travail à faire dans ma gestion du rythme stress-pas stress? Est-ce que j'ai envie de changer quelque chose dans ma manière de gérer les émotions? Est-ce que je me dis que je mettrai en place des petits exercices de cohérence cardiaque sur ma journée? Est-ce que je pourrais me demander plusieurs fois sur la journée comment je vais? Et ça, on va avoir quelque chose de plus large, avec un socle qui n'est pas juste « je veux atteindre ce poids-là », mais qui est « j'aimerais aller mieux » dans une alimentation qui va, avec un poids qui va, et arriver à faire coïncider un petit peu tous mes systèmes de vie. Qu'est-ce qu'il va y avoir quand il va y avoir de la maigrissologie? Restriction. Il va y avoir des hypoglycémies. Notre sérotonine, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, elle va crouler. Notre cortisol, il va monter. Donc, on va encore renforcer les éléments physiologiques qui vont faire qu'on va prendre du poids. Bref, si demain on vous demande si vous voulez faire régime, vous dites quoi? Super. Alors, ça c'est
ça, c'est mon rêve, c'est d'avoir une femme en forme qui peut se regarder belle. La société va dans l'autre sens et c'est très tracassant ce qui se passe chez les jeunes. Moi, je fais des animations dans les écoles et il y a 5-6 semaines, j'étais en 6e primaire dans la classe parallèle à celle de mon fils et j'ai vraiment été interpellée. J'ai eu toute une série de petites filles qui m'expliquaient leur insatisfaction corporelle, qu'elles avaient déjà fait 2-3 régimes, qu'elles se mettaient au régime toutes seules. Et j'ai trouvé ça triste, cette espèce de pression qu'elles avaient déjà à 11-12 ans sur leur corps. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire. Et là, on est dans une société où le réseau social le plus à la mode, c'est Instagram. Et c'est vraiment, mon webmaster, il me dit, Instagram, c'est le monde de l'image, de la photo, c'est les filtres. Et on a vraiment une pression corporelle et sociale qui est énorme. Il faut savoir que la stigmatisation de l'enfant obèse commence à 5 ans. Donc c'est à 5 ans que les enfants commencent à se moquer du petit dans la cour qui est un peu plus rond. Et quand je les entends, moi, en 6e primaire, ils me disent « Mais non, j'ai surtout pas envie de devenir grosse, c'est la pire des choses qui pourrait arriver. » Et donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment interpellant. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ici travaillent au niveau des écoles, mais je crois qu'il y a vraiment un boulot à faire terrible à ce niveau-là pour qu'on puisse accepter cette différence corporelle qui est physiologique, qui est naturelle. On ne sera pas toutes des grandes girafes. On sera parfois des petits hippopotames, et c'est comme ça. Et on n'a pas le choix, malheureusement. Donc, dans la nature, il faut tout. Et moi, quand je vais voir dans un zoo, j'aime aussi bien voir la girafe que l'hippopotame. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, dans notre société, on devrait avoir que des grandes girafes. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire par rapport à ça, et qui doit vraiment passer aussi par l'éducation. Et donc, on a toujours aussi, enfin, on me dit souvent, ben oui, de toute façon, les grosses, c'est toujours des comiques. Moi, j'ai beaucoup de personnes avec cette poids dans ma consultation, je n'ai pas que des comiques. Il y en a des comiques, il y en a des moins comiques. Et donc, du coup, il y en a des gentils, il y en a des moins gentils. Et on a toute une série de stéréotypes. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail d'ouverture d'esprit par rapport à ça et d'autoriser cette différence par rapport au corps. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir au niveau des pistes d'action par rapport à soi? Je vous inviterai éventuellement à mettre en place un journal de bord pour vous analyser. Si vous avez envie demain et de se dire, tiens, comment est-ce que je mange? Moi, quels sont mes déclencheurs? Quelles sont mes sensations corporelles? Est-ce que je mange quand j'ai faim? Est-ce que je mange quand je suis rassasiée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je respecte mes besoins nutritionnels? Est-ce que je mange de tout? Est-ce que j'ai un rythme? Est-ce que j'ai pas de rythme? Est-ce que je respecte mes besoins sociaux? Est-ce que quand je mange, quand j'ai envie d'aller manger avec des copines, est-ce que j'y vais? Est-ce que si j'ai envie de manger à table, est-ce que je le fais? Est-ce que moi, j'ai besoin de manger accompagné ou pas? Est-ce que si je vis seule, comment est-ce que je fais pour compenser ça? Est-ce que je m'autorise à m'asseoir parce que je vis seule et donc du coup, j'ai personne pour m'accompagner? Ou est-ce que je mange debout, je ne me nourris pas? Est-ce que je m'autorise mon besoin de plaisir ou est-ce que je suis complètement rigidifiée par des règles diététiques qui m'enferment et qui sont pleines de pensées d'un petit coach complètement zélé qui me dit « mais ça, tu peux pas manger, c'est trop gras, ça, tu peux pas manger, c'est trop sucré » ou est-ce que je m'autorise à avoir du plaisir? Et commencer à s'analyser, de se dire au fait, par quoi je commence? Par quoi je commence pour avoir une vie qui va, une alimentation qui va et quelque chose qui puisse aller un petit peu de tous les côtés. Donc commencez juste par changer une petite chose. Il vaut mieux changer une petite chose dans l'ensemble plutôt que vouloir changer tout d'un coup. Et puis la dernière chose, moi je vous inviterai à déguster un maximum, à prendre le temps de manger, à vous donner du plaisir parce que c'est au niveau de la bouche. Quand vous allez avoir ce plaisir au niveau de la bouche, tous nos neurotransmetteurs, tout le cortisol, tout va s'activer. Donc on va, quand on prend le temps du moment alimentaire, activer le système parasympathique. Vous vous souvenez, celui qui remet tout le flux sanguin au niveau de notre tube digestif. Et on va pouvoir ressentir du plaisir, calmer ses émotions négatives et se sentir mieux. Et donc, prendre le temps de déguster quelque chose qu'on aime va permettre de s'automédiquer. Donc, si j'ai envie
de manger de manière émotionnelle, c'est intéressant de le faire avec respect pour moi et de la manière dont j'ai besoin de le faire pour moi. Donc voilà les pistes d'action, c'est de se dire qu'est-ce que je fais? Je prends le temps de m'écouter, je m'écoute et je continue à me respecter par rapport à tout ça. Voilà, je me tais pour aujourd'hui, en tout cas pour la présentation. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous n'avez pas trop d'émotions négatives et que je ne vous ai pas trop ennuyé. Merci beaucoup, ça mérite quelques applaudissements. Merci à vous. Voilà, alors on va passer à notre question-réponse. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais comment ça se passait au niveau des séances d'hypnothérapie en diététique. Des séances de D'hypnose, pardon. D'hypnose. Ah, ben les séances d'hypnose. Alors moi, je ne fais pas de l'hypnose brute et en général, j'incorpore l'hypnose dans le traitement général. Donc, l'hypnose, parfois, passe un petit peu pour quelque chose de magique qui va permettre de débrayer tout. Alors moi, je pense qu'il y a quand même un travail d'analyse au préalable à faire. Et en fonction de ce qu'on peut constater sur le comportement de départ, on va aller se servir de 2-3 séances d'hypnose pour soit activer la sensation de rassasiement, soit augmenter le plaisir en mangeant, soit favoriser le lâcher-prise en fonction des personnes. On va choisir 2-3 séances pour pouvoir permettre de calmer les émotions nécessaires et de donner souvent confiance dans la personne, dans ses ressources internes. Parce que parfois, notre mental, il vient avec ses pensées court-circuitées et l'hypnose permet de donner une assise beaucoup plus stable au niveau du fonctionnement. Maintenant, si quelqu'un n'est pas prêt à faire le changement global et durable, l'hypnose ne va pas fonctionner comme un coup de baguette magique qui va vous enlever vos envies émotionnelles de manger. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Je vais venir près de vous, c'est vous maintenant. Alors, moi, je voulais poser une question toute simple. Est-ce qu'il faut écouter son corps et manger n'importe quand, n'importe quoi, ou est-ce qu'il faut s'astreindre à un rythme régulier et à une alimentation bien gérée, enfin bien perçue à l'heure actuelle? Oui. Alors, il faut faire un mélange éclairé des deux et apporter de la souplesse. Donc, c'est vraiment apporter de la souplesse à sa pensée et ne pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Effectivement, si on mange n'importe quand, n'importe quoi de manière débridée, on va finir par ne plus avoir suffisamment de nutriments, donc ça ne va pas être intéressant. Donc, par contre, si on s'observe et qu'on se dit « Tiens, moi, j'ai besoin d'un bon déjeuner » ou « J'ai pas du tout faim au déjeuner », si on met un peu à distance les règles diététiques de base et de se dire « Est-ce qu'elle me convient ou est-ce qu'elle ne me convient pas ?» ça me paraît beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que souvent, on a soit je respecte un canevas diététique à la lettre, soit j'écoute mon corps. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'entre-deux. Et si on constate le comportement des personnes minces, souvent, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont un petit peu dans un entre-deux, avec une souplesse, de se dire, bah, tiens, j'ai été au restaurant et je n'ai plus faim du tout, donc je ne vais pas souper. Ou ce matin, j'ai absolument pas faim. Ou moi, je suis plutôt à manger 6 fois par jour, moi je suis plutôt à manger 3 fois par jour. Maintenant, un certain rythme et de la régularité reste quand même quelque chose de porteur. Donc garder une vie à son rythme, mais à son propre rythme, plutôt que d'avoir un rythme obligé par quelqu'un d'autre, est quelque chose d'intéressant. Alors une question, est la ménopause peut-elle être associée à une prise de poids émotionnelle? Alors, au moment de la ménopause, on observe souvent des syndromes dépressifs. Donc, clairement, un état un peu dépressif peut être associé à une prise de poids émotionnelle. Donc, dans ce cadre-là, oui, puisqu'on a un chamboulement des émotions, comme le baby blues pourrait être associé à une prise de poids émotionnelle, comme la grossesse peut être associée à une prise de poids émotionnelle. Donc, clairement, oui, la ménopause pourrait être associée à une prise de poids émotionnelle. À un moment donné, vous avez parlé du magnésium, de Oui. la DHEA. Oui. Et vous avez dit qu'il fallait boire énormément. Pour Oui. la DHEA,
Qu'est-ce qu'elle a à voir dans ça? La DHEA, c'est une hormone. Alors, il ne faut pas prendre de la DHEA. Voilà. La DHEA, c'est une hormone. Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre de la DHEA, mais la DHEA, c'est une hormone qui va être influencée par le cortisol. Donc, quand on a un cortisol qui est assez élevé, quand on a un certain stress, on va avoir la DHEA qui va chuter. Si notre DHEA chute, on va avoir une perte de masse maigre. On sait, c'est pour ça qu'en général, les médecines anti-vieillissement, comme on les appelle, donnent de la DHEA, parce que ça permet de conserver la masse maigre. Donc la masse maigre, c'est la masse musculaire. Donc je n'ai aucunement dit qu'il fallait prendre de la DHEA parce que je ne me permettrai pas de conseiller ça. Mais par contre, on observe que quand on a trop de cortisol, on va avoir une chute de la DHEA. Ça répond à votre question ? Et donc le magnésium, par contre, là, on sait plus facilement l'introduire sous forme alimentaire et on peut l'introduire soit sous forme alimentaire, soit sous forme de complément. On se rend compte quand même que dans notre alimentation occidentale, vu qu'on mange beaucoup de céréales raffinées, qu'on ne mange pas toujours assez de légumes, notre carence en magnésium est souvent importante. Et en plus, comme on a des vies assez stressantes, on va utiliser beaucoup de magnésium. Donc souvent, il faut complémenter, mais voilà. J'ai 3 enfants, contrairement à beaucoup de femmes, je n'ai pas pris de kilos pendant ma grossesse, au contraire. Par contre, dès que j'ai arrêté d'allaiter, j'ai grossi jusqu'au poids de fin de grossesse, sans pouvoir perdre entre-temps. Voilà. Oui, alors la mise au monde d'enfants, c'est vraiment un changement de rythme de vie. Et si on repart sur la lecture des rythmes de vie, ça peut être un stress. On rencontre assez régulièrement des mamans qui sont très stressées, qui sont anxieuses par rapport à leurs enfants. Et donc clairement, au départ, quand elles allaitent, souvent elles sont en congé, elles sont plus cool, elles n'ont pas tout cet horaire à gérer. Et quand elles reviennent dans la vie active, c'est tellement de stress qu'elles peuvent se mettre à grossir de manière importante. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, super, hein, vraiment génial votre conférence. Le cortisol. Le cortisol. Comment, en fait, c'est lié au stress? Je veux dire, comment est-ce que vous savez que vous êtes... C'est le stress chronique, vous êtes en constance avec votre cortisol quand vous Non, alors on a plusieurs pics de cortisol sur la journée, on en a généralement 3. Oui. On en a un premier qui vient pour nous réveiller à 8 h du matin. C'est pour ça que souvent, sur les prises de sang, quand on doit doser le cortisol, on parle de cortisol à 8 h du matin. On en a un deuxième à midi et un troisième à 4 h. Donc, c'est vraiment cyclique, le taux de cortisol. Et on n'en a pas la nuit. Le cortisol, c'est vraiment... C'est important. C'est ce qui va nous mettre en mode on. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une sécrétion de cortisol continue. Par contre, quand notre système orthosympathique, vous vous souvenez, celui pour aller tuer les mammouths, se met en route, eh bien, on va avoir tendance à avoir un niveau un peu trop haut de cortisol. Et donc, nos glandes, qui sont les glandes surrénales, celles qui sont au-dessus des reins, elles vont travailler un peu trop. Mais ce cortisol, puisqu'il nous met à l'action, il va avoir toute une série d'influences. Par exemple, il va favoriser la sortie du sucre dans les vaisseaux sanguins pour permettre de travailler, etc. Mais donc, du coup, en réaction, l'insuline va venir. Et si notre taux est toujours un petit peu trop important, eh bien, ça va faire comme si, entre guillemets, on prenait un traitement à la cortisone. Parce qu'effectivement, quand on prend un traitement à la cortisone, c'est une molécule qui est très proche du cortisol. Oui. Et qu'est-ce que ça fait, un traitement à la cortisone? Ça fait gonfler. Maintenant, c'est très utile parce que ça va diminuer l'inflammation, parce que ça va permettre de résoudre toute une série de problématiques qu'on a au niveau du corps, mais ça a l'effet secondaire de nous faire gonfler. Donc, le cortisol, quand il va être légèrement en excès, il va avoir cette faculté de nous faire gonfler. D'ailleurs, sur la diapo, j'avais aussi dit qu'il fallait avoir une utilisation optimum du sel, parce qu'on le sait tous, si on prend de la cortisone, si on mange trop de sel, on gonfle. Donc ça, c'est quand le cortisol est un peu trop haut. Et puis, il y a l'autre cas de figure. Il y a des gens qui sont en burn-out. Et ça, eux, il n'y a plus de réserve. Donc, ils ont tellement fait travailler leur surrénale qu'elles sont HS. Et là, à ce moment-là, il y a tellement plus de cortisol que ça va avoir le même effet de faire gonfler.
Alors, on n'a pas encore tous les tenants, ou en tout cas, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants du système, mais clairement, soit on a un niveau de cortisol qui est tout le temps un peu trop élevé et qui fait un effet comme un traitement à la cortisone, soit on a tout qui est complètement écroulé et on va avoir aussi cet effet de prendre du poids. Mais en fait, aucun médecin, enfin oui, mis à part vous, probablement, ne demande une prise de sang. Je ne suis pas médecin, moi. Non, non, mais je veux dire, aucun médecin ne prend la peine de regarder si vous en avez trop, si vous n'en avez pas assez, parce que je suppose que ça se régule aussi par la gestion du stress. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il n'aura pas de médicaments à vous proposer. Non, non, non. Donc, du coup, il va être très embêté parce qu'il va avoir dosé un truc et puis il va vous dire vous avez trop de cortisol. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que allez voir un psy, oui, voilà, faites de la pleine conscience, faites de la respiration et de la cohérence cardiaque. Mais lui, il n'a rien à prescrire. On n'a malheureusement aucun traitement actuel pour permettre de diminuer le taux de cortisol. Donc, ça nous fait une belle affaire. Alors, une fois qu'on a exclu les tumeurs qui sont relativement rares, eh bien, on est là avec un patient qui a trop de cortisol et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui, okay. Donc, c'est pas toujours confortable pour lui d'aller doser quelque chose sur lequel il n'aura pas beaucoup de prise. Ok, d'accord, merci. Ça répond à votre question? Oui, oui, merci. Voilà, je voudrais revenir un peu, aller dans votre sens par rapport au kilo émotionnel et répondre à la dame qui parlait du cortisol, justement. Il y a quelques années, j'avais quelques kilos de plus, et donc moi j'ai un problème d'insuline, donc j'allais voir un endocrinologue et il m'a mis sous metformine. Puis il m'a dit, ben, voilà, maintenant vous allez maigrir. Ok, maigrissez pas. Il m'a fait des tests de cortisol, trop élevés, j'ai été hospitalisée 3-4 jours pour voir si c'était réellement un gros problème de cortisol. Effectivement, c'était redescendu un petit peu, pas de stress. J'ai été testée pour l'aldostérone, etc. À la fin, comme vous avez dit, il m'a dit allez voir un psy. Il m'avait même mis sous Fortimel, j'avais 3 Fortimel, donc j'avais 600 calories par jour et je ne perdais pas 1 gramme. Ouais. Donc lui, il m'a dit que j'étais son pire cauchemar, réellement. Et donc, je suis restée un peu avec ma peine et 15 jours, 3 semaines après, mon mari est parti. Et sur un mois, j'ai perdu 13 kilos. Sans rien faire. Il vous gonflait? Pardon? Il vous gonflait? Il me gonflait. Voilà. Il me pompait. Mais sur un mois, 13 kilos en mangeant normalement, en buvant. Ouais. Et puis j'ai revu mon endocrinologue après. Je dis, c'est moi, vous avez votre pire cauchemar. Là. Vous voyez? Ben, ça va maintenant. Oui, c'est ça. Oui, oui, je me souviens d'une patiente. J'avais eu un rendez-vous avec elle et j'avais remarqué dans l'anamnèse, parce que j'aime bien faire des anamnèses fouillées, et ce que j'aime bien, c'est avoir cet historique de la prise de poids. Et alors, elle m'expliquait et tout concordait. Elle avait commencé à grossir quand elle avait rencontré son mec. Et à un moment, je lui dis, mais vous êtes sûre que vous êtes avec le bon? Puis je lui avais remis rendez-vous 3 semaines après, et 4-5 jours avant son rendez-vous, elle me téléphone, elle me dit, Madame Delmotte, c'est magique. Je suis séparée de mon mari, et puis j'ai perdu plein de poids. Donc du coup, effectivement, notre environnement peut nous gonfler. Une autre question. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé des différents facteurs qui provoquaient la prise de poids, en tout cas. Oui. Et vous avez mentionné le microbiote et la flore intestinale. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez... Alors, je peux développer, mais je vais avoir une réponse de Normand. Donc, on a en Belgique un diététicien qui est devenu docteur en microbiologie, qui s'appelle le docteur Cani, et qui travaille vraiment énormément sur le microbiote. Et la dernière conférence que j'ai vue de lui, c'est qu'on se rend compte, on observe que les obèses n'ont pas le même microbiote que les personnes minces. On remarque des différences entre les deux flores. Alors, on a repéré quelques bébêtes qui pouvaient être responsables de ces différences, mais par contre, on ne sait pas encore qui de l'œuf ou de la poule était le premier. Et donc, on ne sait pas encore comment, en modulant le microbiote, on pourrait faire maigrir les gens. Mais par contre, on constate que quand on modifie l'alimentation et qu'on la rééquilibre, on peut arriver à modifier le microbiote et favoriser l'amincissement. Donc, clairement, on se rend compte que si on mange beaucoup d'aliments ultra transformés, des trucs très gras, très déséquilibrés, qu'on boit beaucoup de soda,
on va avoir des patients, enfin moi j'ai des patients qui peuvent me dire « Madame Delmotte, je ne comprends pas, je suis grosse mais j'ai la diarrhée tout le temps et je ne maigris pas ». Et là, on sait qu'il y a un trouble du microbiote. Mais on ne sait pas encore bien. Donc, ils nous vendent des analyses de sel à 200 € l'analyse de sel, mais il n'y a encore rien de très concret derrière et de très prouvé par rapport à ça. Et alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on fait une chirurgie bariatrique aux gens, si on analyse le microbiote avant et le microbiote après, là, le microbiote devient différent. Mais on a testé plusieurs souches, on les a testées sur les souris, on les a testées sur les êtres humains, mais on n'a pas encore vraiment la pièce manquante du puzzle. Je pense qu'on ne l'aura pas, la pièce manquante du puzzle, comme nous n'avons pas la pilule miracle. C'est ça, et je pense qu'effectivement, la prise de poids, c'est une maladie plurifactorielle sur laquelle on sait influencer sur certains facteurs, pas sur tous, pour lequel l'obésité reste une maladie chronique. Qui dit chronique dit récidivante, et on aura beau essayer de torturer les gens dans tous les sens, il y a un moment donné, il faudra accepter d'être dans un parcours de soins long qui est une prise en charge pluridisciplinaire. J'ai vu qu'il y avait dans certaines maladies, mais pas dans l'obésité, des greffes de microbiote. Alors donc, oui, un traitement de merde, si je peux me permettre. Pour le moment, on n'a encore rien de ce côté-là qui se met en place. Je pense qu'ils sont à la recherche active pour pouvoir faire des choses de ce type-là. Mais non, pour le moment, on n'a encore rien de déterminant de ce côté-là. Et peut-être que ça veut nous dire qu'un ensemble de facteurs, comme un ensemble dans la flore intestinale, c'est à l'image de la nature en fait. C'est clair, c'est une symbiose complète entre le comportement, entre la psychologie, entre ce qu'on met dans son estomac, son microbiote, ses différentes hormones, et je pense que la solution n'est pas unifocale. Que pensez-vous finalement de la chirurgie bariatrique? Quelle est la place de la chirurgie là-dedans? Je ne sais pas, je me pose la question, est-ce qu'il faut encourager les gens ou il faut justement les freiner quand on a un patient? C'est un lourd débat. J'encadre des gens et je pense que c'est une opportunité pour certaines personnes de se sortir d'une maladie qui est lourde et qui est chronique. Donc c'est vraiment une opportunité. Maintenant, c'est une cartouche qu'on joue. Et il faut la jouer au bon moment, cette cartouche. Parce que si on travaille sur un patient qui n'est pas prêt, qui n'aura pas fait ce travail dans sa globalité, et c'est vrai que moi j'ai la chance de travailler avec une équipe qui a à cœur de prendre en charge le patient dans sa globalité, aussi bien sur le plan psychologique, diététique et chirurgicale. Et je travaille avec des chirurgiens qui sont convaincus de cette utilité et à qui on peut dire non, il n'est pas prêt, on ne l'opère pas. Mais malheureusement, souvent, je remarque un empressement qui est dû à la fois aux patients qui se disent c'est ma solution, donc je serai enfin débarrassé de tout, qui imaginent que sa vie ira vraiment bien quand il sera mince et quand il sera opéré et que tout va se résoudre, mais c'est quand même remplacer une maladie par une autre. Donc c'est un outil efficace, mais qu'il faut utiliser à bon escient. Donc je pense que le renvoyer vers des équipes sérieuses qui prennent en charge de manière vraiment très globale. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des choses qui m'affolent et où on donnait des trucs et astuces aux patients pour se faire opérer alors qu'ils ne rentraient pas dans les critères. Je pense que ça, c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Mais par contre, si on a une belle équipe qui prend en charge, qui invite à l'activité physique, qui invite au travail psychologique général, qui invite au travail diététique général, je crois qu'on peut y aller. C'est quelque chose qui prend du temps. J'inviterai à ne pas y aller trop jeune aussi, parce qu'effectivement, on sait que les effets délétères de l'obésité viennent avec l'âge. Donc clairement, on n'est pas pressé à 18 ans et un jour d'aller se faire opérer. Donc de prendre un petit peu de maturité, de voir un peu comment ça se passe. Mais c'est une solution, ça fait partie de l'arsenal du traitement de l'obésité. Et on ne peut pas s'y opposer complètement. Mais c'est un outil à utiliser avec précaution. Et c'est toujours très... Enfin, moi, je
je dois donner mon avis dans ces cas-là et c'est toujours très compliqué. C'est compliqué quand on a un avis négatif, surtout quand le patient n'entend pas cet avis négatif. Donc j'essaye toujours d'en parler longuement avec le patient et de lui expliquer ce qui... Parce qu'en général, si je dis non, c'est que j'ai peur pour lui. C'est que j'ai peur que ça ne se passe pas bien, c'est que j'ai peur qu'il ait des difficultés après, c'est que j'ai peur qu'après, il se sente tellement mal qu'il nous fasse une dépression carabinée. Il faut quand même savoir que le taux de suicide est quasiment doublé, voire triplé après une opération, qu'on a beaucoup d'alcooliques, beaucoup de dépressifs. Donc c'est vraiment nécessaire d'encadrer ces gens correctement et de les prendre en charge de manière pluridisciplinaire. Donc aujourd'hui, c'était une conférence sur les comportements émotionnels, donc quand on prend du poids, mais certaines personnes mangent beaucoup, mais ne prennent pas un gramme. Oui. Est-ce qu'il y a des liens qu'on peut retrouver dans la même... Alors, on a des bonnes et des mauvaises chaudières. Donc, et ça, c'est complètement individuel, un petit peu comme les girafes et les hippopotames. On a des bonnes et des mauvaises chaudières et on ne sait rien y faire. Donc, il y a des gens qui sont équipés de bonnes chaudières. On sait que, par exemple, par rapport à l'obésité, qu'on frôlerait le taux de 30-40% d'obésité, mais qu'on ne saurait pas monter plus haut. On ne saurait pas avoir des taux parce qu'il y a des gens qui ne pourraient jamais devenir obèses parce qu'ils ne sont pas faits pour être comme ça. Et c'est impossible pour eux, ils ont une physiologie différente. Ils sont à la mode pour le moment, ils n'étaient pas à la mode au temps de Rubens, mais voilà, c'est aussi des mystères de la nature. Voilà, Madame Delmotte, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était une très belle soirée, une très belle conférence. Je crois qu'elle mérite encore vos applaudissements. Merci beaucoup.